Messieurs, dames, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous comme chaque jeudi de 20h à 21h pour votre émission Santé 10 ce soir. Une thématique qui, selon moi, quel que soit votre âge, pourrait vous intéresser. Nous allons parler du parcours de santé de la femme de l'adolescence à l'après-ménopause. Et pour vous en parler, des professionnels de santé sur le plateau. Le parcours de santé de la femme de l'adolescence à la préménopause, on en parle ce soir avec des sages-femmes. On a avec nous Madame Keita Nadia, sage-femme libérale, présidente de l'Association des sages-femmes libérales de Guadeloupe. Est-ce que j'ai tout bien dit, Madame Keita? C'est parfait. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Dans un court instant, j'aimerais d'entrer parler avec vous de cette période de l'adolescence. Oui, on peut avoir une sage-femme à côté de nous dès l'adolescence. À quel moment, en quoi faisant? On va en parler dans un court instant. À côté de vous, Madame Nadessin Francelise, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Un visage qui, pour les fidèles de Santé 10, un visage que vous connaissez, puisque Madame Nadessin est une fidèle de Santé 10. Merci d'être là. Je rappelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas Madame Nadessin, Madame Nadessin Francelise est sage-femme, coordinatrice du réseau Périnate, naître au Gipraspeg de Haut. C'est comme ça qu'on dit? Réseau Périnate naître en Guadeloupe. En Guadeloupe, au Gipraspeg. Voilà, au Gipraspeg de Guadeloupe. De Guadeloupe, tout à fait. Oui, parce que quand il y a de longs... Oui. En Guadeloupe, je corrige tout de suite. Voilà. Et puis, on a avec nous Madame Brach, Daniel, sage-femme libérale aussi. Je me demande, est-ce qu'on ne va pas aussi rajouter, après sage-femme, animatrice, brevet fédéral, longe-côte, marche aquatique. Je pense qu'il faut rajouter tout ça. C'est la raison pour laquelle je suis ici avec mes N'est-ce collègues. pas? Merci. Bonsoir, merci à vous d'être là. Merci. Et puis juste à côté de vous, Madame Déléris Risser. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sage-femme libérale, membre du comité technique pour le dépistage des cancers du col de l'utérus et du cancer du sein au CRCDC Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Exactement. Merci, mesdames, d'être présentes ce soir. Tout de suite, avec Madame Keita, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la sage-femme aux côtés de l'adolescent. Alors, à quel moment une adolescente a besoin d'un accompagnement, a besoin d'une sage-femme à ses côtés? Et vous, la sage-femme, en quoi faisant? Vous accompagnez l'adolescente comment? On peut l'accompagner sur différents aspects. Déjà sur le côté médical, bien évidemment, mais aussi sur le côté écoute, parce qu'à l'adolescence, elles ont beaucoup besoin d'être informées, de comprendre leur corps, de comprendre leur cycle. C'est souvent une période où elles commencent à aborder le domaine de la sexualité. Donc c'est important aussi qu'on puisse les accompagner en cela, en mesure de prévention, en mesure de respect de soi, sur les paramètres aussi d'émotion, de sentiments. Dans leur rapport au corps aussi, dans leur accès à la féminité. Il y a tous ces domaines-là qu'on peut aborder avec elles. Je pense que ce qui est important de savoir pour une adolescente, c'est qu'elles peuvent consulter sans être obligées d'être examinées.
Parce que souvent, ce qui les retient, c'est la gêne, la pudeur. Elles pensent que si elles viennent voir un professionnel de santé, elles vont obligatoirement devoir passer par l'examen. Et ce n'est pas facile quand on commence un petit peu à découvrir son corps et sa féminité. Et donc, je pense que c'est important qu'elles sachent que nous, on va à leur rythme et on suit leurs besoins. Et on peut très bien être près d'elles, faire une consultation sans obligatoirement les examiner, mais en leur donnant tous les outils pour qu'elles puissent prendre soin d'elles, prendre soin de leur corps. Voilà, et ça, avec ça, prendre soin de leur identité. Enfin, il y a tout qui va avec. Vous êtes toutes les 4 sages-femmes de profession. Est-ce que parmi vous, vous avez eu à accompagner des adolescentes et comment ça s'est passé? Oui, moi ça m'arrive régulièrement. Des adolescentes, nous on les voit à partir de 15 ans. Il faut savoir qu'il y a une consultation qui est prise en charge par la Sécurité sociale à 100%, entre 15 et 18 ans. On va aussi vers la consultation contraception et la contraception gratuite. Bon, ça, c'est pas encore vraiment mis en place au niveau de la caisse, on n'a pas encore les outils. Mais une consultation longue avec une sage-femme ou un médecin entre 15 et 18 ans, gratuite. Ça, c'est déjà mis en place et ça permet vraiment de prendre du temps avec les adolescentes. Alors, en général, elles viennent accompagnées de leur maman, quelquefois de leur papa. Ça, c'est pas mal. Il y a une belle complicité entre le père et la fille en général. C'est beau à voir. Le début de la consultation se passe forcément avec le parent. Donc, pour tout le côté administratif, les antécédents, le contexte, pourquoi elles viennent nous voir, qu'est-ce qui se passe. Et puis, j'invite le parent à sortir, tout en expliquant que je ne vais pas examiner la jeune fille. On va juste discuter et que ce que je vais lui poser comme question va m'apporter des réponses. Mais voilà, ça reste dans le secret médical entre elle et moi, sauf si j'estime qu'elle se met en danger. Et là, je vais la pousser à ce qu'on parle aux parents pour vraiment qu'elle soit suivie correctement et qu'elle ne se mette pas effectivement en danger. Donc, il faut savoir, avec la sage-femme ou le médecin, elles sont dans le secret médical. D'accord ? On n'est pas obligé de dire aux parents qu'elle a déjà eu des relations sexuelles. On n'est pas obligé de dire qu'elle a déjà eu des soucis, des accidents. Voilà, ça reste entre nous, sauf si on estime qu'elle se gère pas bien et qu'elle se met en danger. Et là, on va dire aux parents. Et puis en plus, pour la suite, cette notion de confiance entre l'adolescente et la sage-femme, c'est hyper important. Oui, tout à fait. Donc on aborde plein de sujets, comme Nadia l'a bien expliqué. Ça va être aussi bien les changements du corps, l'explication des cycles, des douleurs, des règles, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, pas comme ma copine, voilà. Les rapports aux garçons, les rapports à la sexualité, toujours dans le respect de soi, toujours, on leur explique toujours qu'elle peut faire plein de choses, mais il faut qu'elle se respecte elle-même avant tout et qu'on doit les respecter. On donne les limites, qu'est-ce qui est légal, enfin, comment dire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas accepter. Et puis on va aborder après tous les sujets de prévention habituels, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les situations de violence. Voilà, on va aborder tout ça avec elle. Madame Delérissa, à quel moment, déjà, qui rentre en contact avec la sage-femme? Est-ce que c'est l'adolescente elle-même ou est-ce que ce sont les parents? Comment ça se passe? Je dirais que c'est la plupart du temps les parents qui prennent rendez-vous et qui accompagnent. D'accord. Ça, oui. Oui. Alors pour le premier rendez-vous. Après, quand elles reviennent, on leur dit toujours qu'elles peuvent venir nous voir une fois qu'on les a vues une fois, sans l'accompagnement des parents. Elles ont juste besoin de prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc on est amené à les revoir sans les parents. Alors, oui, Madame Bras. Alors, il y a le rôle de la sage-femme. Ici, la jeune fille vient accompagnée de son parent, mais souvent, le premier entretien révèle un problème d'estime de soi et de manque de confiance du parent en lui-même. Il sait que la fille doit avoir l'information, mais ce n'est pas en mesure de la lui porter. Donc, il se rabat sur le professionnel. Alors, il y a 2 façons de faire, où la sage-femme accompagne la jeune un moment avec le parent, et puis la jeune seule. Moi, j'aime bien cette façon, quand la porte m'est ouverte, de pouvoir revoir le parent, de voir pourquoi il n'est pas en mesure de parler à son enfant. Je ne veux pas me substituer. Il y a des situations où il faut le faire, mais il faut quand même permettre aux parents d'être parents. Et là, mon rôle dans certaines situations est d'accompagner le parent dans son rôle de parent. Qu'est-ce qui fait que
il ne peut pas dire et faire ce qu'il a envie de dire à son enfant, puisqu'il est inquiet qu'il arrive à une situation entre guillemets dangereuse où il ne sait pas où mettre les pare-feux. Donc, je fais un travail avec le parent de confiance en lui-même, porter l'information, ce qui fait qu'il va avoir l'enfant, et peut-être qu'on se revoit après, parents et enfants, et j'écoute, je revois, mais ma maman a changé, elle parle plus, d'accord, c'est bon, j'ai réussi quelque chose. Madame Nadessin, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas reçu quelques personnes du GIPRASPEG Guadeloupe. Est-ce qu'on pourrait rappeler, en fait, je voulais vous demander, est-ce que chez vous aussi, il y a des parents qui appellent pour se renseigner sur certaines choses pour leurs enfants? Est-ce que vous avez des appels aussi de jeunes, des adolescentes qui vous appellent pour parler de ce genre de sujet du côté du GIPRASPEG, même si ce n'est pas vraiment la fonction du GIPRASPEG? Mais juste avant toutes ces questions, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le GIPRASPEG? Oui, bien sûr. Alors, le GIPRASPEG, c'est un groupement d'intérêt public, réseau et action de santé publique en Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui a réuni plusieurs réseaux, tous les réseaux de santé, addiction, périnatalité, diabète. Et donc, ces réseaux se sont mutualisés au sein de ce GIP, qui est la structure administrative et financière. Et il y a aussi ce qu'on appelle la plateforme territoriale d'appui. Alors, la plateforme territoriale d'appui, c'est un, si vous voulez, de guichet unique pour tous les appels de patients ou de professionnels qui auraient un besoin, besoin d'une information. Donc, c'est notre rôle de donner cette information dès qu'on peut la trouver. On ne dit jamais non. On dit qu'on va revenir vers vous. On rappelle les patients, on rappelle les professionnels. Et effectivement, le réseau Périnat est au sein de cette structure, fait partie de la structure. Et donc, nous aussi, nous recevons des appels des femmes enceintes. Peu d'adolescentes, je vais dire, mais quand même des parents qui peuvent nous interpeller sur où s'orienter parce qu'ils ont une adolescente et qui semblerait avoir une grossesse ou une problématique. Et il faut absolument nous interpeller pour agir au plus vite. Parce que si on peut garder la grossesse, on peut avoir d'autres choix aussi en toute connaissance. Donc, nous, on les oriente vers les professionnels libéraux, les établissements hospitaliers pour suivre la grossesse ou bien faire un autre choix. Donc, c'est notre rôle au réseau Périnat. Alors, Madame Keita, nous avons parlé de l'accompagnement aux côtés de l'adolescente. La jeune femme décide d'avoir un enfant. Donc, on n'a pas encore la grossesse, on n'a pas encore le bébé dans le ventre, on est juste au stade où, ça y est, on a porté cette réflexion, voilà, je suis prête, je veux avoir un bébé. Dès ce moment, la sage-femme a son rôle aux côtés de la jeune femme? Oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle la possibilité d'offrir un espace de soins en termes de consultation préconceptionnelle. Et c'est un moment où on va échanger avec la femme, mais aussi éventuellement le futur père, s'il le souhaite également. Et pour préparer ce projet de grossesse à tous les niveaux. On va le préparer sur le plan médical. On va s'assurer que le bilan sanguin est correct, il n'y ait pas de pathologie particulière qui nécessite une surveillance précoce. Ou qui devrait être régularisé ou équilibré avant de lancer une grossesse. On va également voir la mise à jour par rapport à d'éventuels vaccins, etc. On va préconiser aussi certains compléments qui peuvent être indiqués avant une grossesse. On va aussi conseiller parce qu'elles ont souvent des questions, même par rapport à leur cycle, quel va être le moment le plus propice, comment se mettre le plus d'atouts possible pour pouvoir tomber enceinte. Donc il y a un petit peu toutes ces questions-là. Et puis on va aussi évoquer vraiment l'aspect émotionnel, parce que elle nous dit souvent, je ne sais pas si je suis vraiment prête. Donc on évoque aussi tout ce côté-là, parce qu'il y a parfois des peurs,
parce qu'il y a parfois aussi des questionnements par rapport à la situation de couple, des interrogations. Est-ce que je serai à la hauteur ? Est-ce que je serai capable ? Donc c'est tout ça qu'on va aborder lors de la consultation préconceptionnelle. Et bien entendu, mesdames, alors il est vrai que, je le dis à nouveau, hein, vous êtes toutes les quatre capables de répondre à chacune de mes interrogations parce que vous êtes toutes les quatre sages-femmes de métier. Donc n'hésitez pas hein, à rajouter quelque chose s'il le faut, puisque là on parle de cette partie avant, et puis là voilà, ça y est, la jeune femme est enceinte. À partir de ce moment, là aussi, la sage-femme joue un rôle, et même un rôle primordial. Oui, effectivement. On va pouvoir avoir une place assez privilégiée parce qu'on a cette double casquette, j'ai envie de dire, de pouvoir à la fois accompagner sur le plan médical avec les suivis mensuels de grossesse et les suivis échographiques également. Et puis, tout le volet aussi d'accompagnement psycho-émotionnel et affectif, préparation à la naissance et à la parentalité également. Et donc, c'est une place assez privilégiée dans le monde médical d'avoir cet espace pouvant être proposé par le même intervenant. Donc, on intervient donc sur ces suivis médicaux tous les mois, les échographies également. Et puis, donc, quand je parlais d'accompagnement psycho-émotionnel, il y a l'entretien prénatal précoce, hein, qui est un moment extrêmement important, qui est devenu d'ailleurs obligatoire, hein, puisque le rapport des 1000 jours, il met à l'honneur ce temps. Il met à l'honneur ce temps parce que maintenant, on comprend de mieux en mieux que quand on prend soin d'une patiente, quand je dis patiente, mais c'est aussi le couple, la famille, eh bien on ne le fait plus que sur l'aspect corporel et organique. On va vraiment aussi prendre compte de l'aspect émotionnel, de l'aspect affectif, de l'aspect environnemental, de l'aspect social. Et lors de l'entretien, il y a vraiment ce temps où on va pouvoir évoquer tout cela. Et les dames, et les couples également, parce que c'est aussi un entretien qui peut se faire soit en individuel, soit en couple, peuvent vraiment se sentir écoutées, entendues. Et ça vient particulièrement en prévention de la survenue de certaines pathologies, et notamment de troubles de dépression du postpartum après l'accouchement, ou de troubles de la relation parent-enfant. Donc cet entretien, il va vraiment initier tout le parcours de préparation à la naissance et à la parentalité qu'on va adapter aux besoins des parents. Et c'est vraiment important de savoir que cet espace leur est offert, parce que trop peu de patients le savent. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un espace où on peut, déjà qui est pris en charge par la sécurité sociale à 100% avec le tiers payant. Et on peut toujours trouver un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que les sages-femmes peuvent proposer de la sophrologie, du yoga, de la préparation en milieu aquatique, de l'hypnose, de l'autonomie, de l'acupuncture. Enfin, vraiment, c'est très large et c'est important que la population puisse savoir qu'il y a cette offre de soins. Donc, il y a vraiment tout se dérouler là le long de la grossesse. C'est un moment privilégié, et puis on fait presque partie de la famille hein, à ce moment-là, puisqu'on partage quelque chose de très fort, et puis sur du long terme en plus. Madame Brard. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, je suis de votre avis. Mais je voulais ajouter quelque chose. C'est important cet entretien, mais je pense qu'il est mieux exploité quand on a fait ça avant que l'enfant n'arrive. Quand le parent, il sait qu'il veut avoir un enfant. Quand on parle de contraception, bon, on mûrit, on a la profession, on a fini les études, on pense un jour avoir une famille. Quelle femme je veux être? Quelle maman je veux être? Qu'est-ce que je veux offrir à mon enfant? D'où je viens? Mes histoires de famille? Qu'est-ce que je veux que je veux pas que se répète de ma famille? Et ça, quand c'est fait bien avant même de rencontrer le futur papa, on a fait le point sur soi-même. Ça veut dire que quand il y a un problème, quel qu'il soit, je sais qui je suis et où je vais, quoi qu'il arrive. D'accord?
corps. Donc, si j'arrive devant quelqu'un qui n'est pas tout à fait équilibré, bien, moi, je sais qui je suis déjà. C'est moi qui porte l'enfant. Et je pense que c'est pour l'exploiter bien avant dans les entretiens d'estime de soi. À la sortie du lycée, par exemple, c'est l'occasion où les gens se cherchent plus ou moins, ou qu'on se jette après l'université, sur tout ce qui bouge, quoi. Je crois que notre rôle, il est fort là, mais il n'y a pas d'espace vraiment. C'est nous qui les créons quand on sent le besoin ou ça frôle le danger. Nous n'hésitons pas à pouvoir inviter les gens à réfléchir sur ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent et qu'elles veulent offrir à leur famille demain. Madame Deléris, quand on a ce moment où, voilà, le moment de la grossesse, ok, les 9 mois, pas de problème. Et là, c'est le moment de l'accouchement. Là, souvent, la sage-femme, elle est non seulement présente, très présente à côté de la future maman, et d'ailleurs non, à côté des futurs parents. Voilà, c'est mieux dit comme ça, à côté des futurs parents, et pas seulement pendant, donc on va en parler, hein, de pendant l'accouchement, mais aussi après, quand bébé est là. Donc parlons déjà de l'accouchement. Alors, au moment de l'accouchement, donc les accouchements en Guadeloupe se font soit en maternité, soit en maison de naissance. Le rôle de la sage-femme à ce moment précis. Le rôle de la sage-femme, alors nous sommes des professions médicales à responsabilité limitée, donc on a le droit de s'occuper des patientes en bonne santé, des accouchements à bas risque. Donc c'est-à-dire qu'on est complètement autonome pour accueillir une future maman qui arrive en début de travail, suivre l'intégralité du travail, pratiquer l'accouchement, les soins au nouveau-né, la surveillance postnatale immédiate de la patiente, son suivi en maternité et réaliser sa sortie pour le retour à domicile. Donc déjà, si tout se passe bien, nous avons la capacité de tout réaliser. Bon, bien sûr, après, c'est à voir avec les différents services, il y a d'autres intervenants, bien sûr, mais en tant que sage-femme, on a cette possibilité-là. Et le rôle de la sage-femme va continuer comme il a débuté avec les consultations de contraception, comme il a débuté avec la consultation préconceptionnelle, avec le suivi pendant la grossesse. Nous sommes là effectivement pour le côté technique, voir l'accouchement, est-ce que tout se passe bien au niveau médical. Mais on rassure les patientes, on leur apprend à se mobiliser, on les aide à trouver les meilleures postures, on les accompagne au niveau émotionnel, on fait participer le père. Donc vraiment, on a cet accompagnement de couple et on essaye même de se mettre un peu en retrait par moment pour les laisser vivre ce moment-là pleinement, de ne pas être toujours là à intervenir, à être entre eux, mais vraiment les laisser se retrouver et puis rencontrer leur enfant. Après l'accouchement, ça peut être un moment difficile pour les parents, les jeunes parents surtout. Madame Nadessa? Tout à fait, tout à fait. Bon, moi, je suis plus tellement dans le circuit hospitalier, mais bon, tout ce que j'ai vécu, ça peut être très difficile. Et c'est dès la grossesse, et comme disait Nadia, je reviens sur l'entretien prénatal précoce, qui permet aux sages-femmes qui le font de dépister les situations qui pourraient poser problème à la relation parent-enfant. Mm-hmm. Et parce que quand l'enfant est là, c'est un nouvel être qu'il faut faire corps avec cet être. On faisait corps, quand elle était enceinte, elle faisait corps avec son bébé, mais une fois qu'il est né, il est concret. Et c'est tout naturellement que la mère, elle devrait pouvoir avoir une bonne relation avec son enfant. Et quelquefois, il y a des choses qui coincent. Donc, l'accompagnement de la sage-femme est primordial à ce moment-là pour pouvoir détecter justement ces zones négatives ou ces freins. Et après, même au retour à domicile, il faut encore que la sage-femme soit présente. Et c'est pour ça que avoir une sage-femme référente pendant tout au long de sa grossesse, c'est très, très important. Parce qu'on crée ce qu'on appelle une alliance. Et l'alliance qui se crée, c'est pour ça qu'il faut une disponibilité. La sage-femme, on parle de la sage-femme libérale aujourd'hui. La sage-femme hospitalière, elle est disponible sur son terrain de travail. Mm-hmm. Mais la sage-femme libérale, elle est disponible au quotidien. Elle doit pouvoir répondre aux besoins de la femme. Je ne vais pas dire à tout moment, bon, il y a la nuit quand même, mais quand elle a un souci, elle doit pouvoir l'interpeller pour qu'elle l'oriente au mieux. Et cet entretien aussi permet à la sage-femme de détecter
les soucis qui pourrait y avoir et solliciter d'autres professionnels, orienter la patiente, soit vers le gynécologue, soit vers le psychologue ou un autre professionnel qui serait à même de l'aider, mais en bonne coordination avec elle, parce que c'est elle qui suit la grossesse et elle met en lien les autres professionnels pour mener à bien et pour avoir une bonne relation parent-enfant demain. On va marquer une courte pause puisque nous sommes déjà à un peu plus de la moitié de notre émission. Je vais revenir tout à l'heure avec vous, mesdames. Madame Nadessin, on va parler tout à l'heure du réseau Périnat. À quel moment et en quoi faisant vous venez en renfort sur tout ce que nous venons de dire. Et puis, j'aimerais beaucoup parler avec Madame Déléris Risser de la partie dépistage du cancer du col de l'utérus ou encore le cancer du sein, puisque là aussi, vous êtes avec toute l'équipe du CRCDC Exactement. Guadeloupe. On va en parler dans un court instant. Nous voilà de retour dans la deuxième partie de notre émission Santé 10. Je vous rappelle que ce soir, notre thématique, c'est le parcours de santé de la femme, de l'adolescence jusqu'à l'après-ménopause. Pour nous en parler, nous avons 4 sages-femmes de métier, puisque Madame Nadessin, on n'a pas présenté comme cela, mais on sait que de métier, Madame Nadessin est sage-femme. On a avec nous, je rappelle, pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, nous avons avec nous Madame Keita Nadia. Vous êtes sage-femme libérale, présidente de l'Association des sages-femmes libérales de Guadeloupe. Madame Nadessin, France-Lise, sage-femme coordinatrice du réseau Périnat, naître en Guadeloupe, au GIP-RASPEG. Madame Brach, Danielle, sage-femme libérale, mais aussi animatrice, alors brevet fédéral, longe-côte, marche aquatique. Il faut tout bien dire parce que si Madame Brach me remonte les bretelles, elle ne fait pas ça. Ah, ça ne rigole pas. Bon. Merci, madame. Et puis, Madame Déléris Risser Aurélie, sage-femme libérale, membre du comité technique pour le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein au CRCDC Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Juste avant notre petite pause, nous étions à cette phase où, ça y est, on a accouché, bébé est là. Madame Keita, à partir de ce moment, là aussi, la sage-femme a vraiment un rôle aux côtés de la maman, aux côtés du nourrisson, mais aux côtés aussi de la famille, du papa aussi. Oui, on va à domicile et on peut accompagner, là encore, sur différents niveaux. Bien sûr, le côté médical, puisque maintenant, il y a des sorties de plus en plus précoces. Donc, il faut faire ce relais-là en termes de surveillance médicale, autant pour la maman que pour le nouveau-né. Et puis, on va accompagner sur les réponses aux questions de puériculture, on va accompagner l'allaitement. Quand il est désiré et en projet, bien sûr. On va aussi accompagner sur cette étape où l'on devient maman, où on devient père, et il y a quelque chose qui se concrétise. Et là, lorsqu'il réalise, c'est vrai que ça peut être assez bousculant, peut-être même souvent bouleversant. Et c'est important qu'on soit là pour les rassurer. Ce n'est pas que vous, c'est la période que vous vivez qui fait que vous ressentez cela. Il y a aussi le retour aussi d'expérience par rapport à leur vécu d'accouchement. D'entendre cela lorsqu'il y a nécessité d'en parler, c'est important qu'il y ait une écoute pour pouvoir intégrer ce qui s'est passé. Donc il y a un petit peu tout ce travail-là qu'on fait en post-accouchement immédiat. Et puis, sur la durée aussi, on reste toujours en lien. On reste en lien et puis jusqu'à la rééducation du périnée. Maintenant, on fait l'entretien post-natal également. On fait aussi des séances post-accouchement en regard de ce qu'on avait fait en préparation. Au jour d'aujourd'hui, on peut accompagner la parentalité. Parce que souvent, on nous disait il faut faire de la préparation à la parentalité. Est-ce que c'est tellement facile de la préparer, cette parentalité ? Je pense qu'elle s'accompagne avant tout.
Parce que les parents découvrent aussi cela, ils apprennent dans l'expérience. Et c'est dans cette expérience qu'on doit pouvoir aussi être là auprès d'eux. Et la sage-femme, encore dans cette étape-là, peut venir les accompagner. Madame Ra veut rajouter quelque chose? Je vais revenir à l'accouchement. Oui, parce que la sage-femme, c'est le cliché que la population retient le plus, c'est la sage-femme en salle d'accouchement. Mais c'est la femme qui accouche, c'est son accouchement. Et là, la sage-femme accompagne une femme qui maîtrise, qui prend en charge son accouchement, parce qu'elle met au monde son enfant, en présence ou pas du papa, mais c'est un acte où elle doit être... l'actrice, finalement, voilà. L'actrice, hein. La sage-femme est vraiment accompagnatrice parce qu'au départ, tout un travail était fait en amont. Donc maintenant, elle doit recueillir tout le travail qui était fait par les équipes antérieures, parce que c'est une seule famille, les sages-femmes. Qu'elles soient en PMI, qu'elles soient en libéral, qu'elles soient hospitalières, le bébé arrive, c'est la concrétisation d'un projet de plusieurs années, le plus souvent, ou de très peu de mois aussi. Mais quoi qu'il en soit, elle a travaillé elle s'est investie dans la préparation et aujourd'hui, elle va se prouver. Et quand un homme vous appelle au téléphone, dit doucement, je suis fière de ma femme. Je suis fière de ma femme. Ça, c'est beau. Ça veut dire que ma collègue a bien travaillé. J'ai dit, retournez. Non, mais c'est agréable quand on entend ça. C'est très agréable. Ça fait partie des super moments. Ah oui, oui. Et puis le fait d'accompagner les couples. Maintenant, enfin, il y a un changement des paradigmes sociétaux. Il y a les pères qui souhaitent de plus en plus être présents, mais ils doivent inventer cette place-là parce qu'ils n'ont pas ce repérage dans leur éducation. Et je trouve que c'est très enthousiasmant d'accompagner ces pères qui ont cette envie aujourd'hui de changer cette place qu'ils peuvent avoir auprès de leur compagne, mais aussi auprès et surtout de leur enfant. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que l'accouchement va donner un lien. Le fait de les préparer à vivre cela et à rendre ce côté d'être acteur, eh bien, ça permet de mieux vivre les choses et d'en sortir avec une plus grande estime de soi, une plus grande confiance en soi, une plus grande confiance en l'autre aussi. Il m'a étonnée. Je ne pensais pas qu'il réagirait comme ça. Je ne pensais pas qu'il saurait. Et en fait, ça donne déjà confiance et c'est les prémices après. On va s'appuyer sur ça pour aller mettre en relief ces ressources et qu'ils puissent utiliser ces ressources après dans d'autres domaines de leur vie, que ce soit dans leur parentalité et aussi plus largement dans leur vie d'homme ou de femme. Alors, dans un petit moment, on a parlé de l'accompagnement quand on est adolescente. On a parlé de la jeune femme qui souhaite avoir un bébé. On a parlé de la future maman, la grossesse. On a parlé de l'accouchement, de la phase quand bébé est là. On accompagne bébé à la maison, aux côtés des parents. Tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on parle de la femme qui arrive à un certain âge et où on parle de la pré-ménopause. Et là, quel est le rôle de la sage-femme aux côtés de cette femme qui va être bientôt à la ménopause, qui ne l'est pas encore, mais qui est en phase de passer à la ménopause. Mais juste avant d'en parler, je voudrais demander à Madame Déléris Risser que nous puissions revenir un petit peu sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, du sein, avec toute l'équipe du CRCDC Guadeloupe. Vous faites partie de cette équipe-là, donc Saint-Martin et Saint-Barthélemy aussi. Ça reste toujours un petit peu tabou, je trouve, chez nous, quand on parle de dépistage, quand on parle des examens pour à la fois le col de l'utérus ou encore le sein. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu dessus? Oui, bien sûr. Alors, je tenais d'abord à rappeler que le CRCDC Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, c'est un nom un petit peu dur. En fait, c'est la Guadec. Oui, d'accord, c'est le nouveau nom de la Guadec depuis 3 ans. En fait, toutes les associations régionales sont devenues CRCDC, chacune nommée avec leur région. Donc, l'équipe a un petit peu changé, mais les noyaux durs sont encore là. Donc c'est vrai que parler de dépistage comme ça de but en blanc à une patiente, bonjour madame, je suis à votre dépistage, c'est un petit peu dur pour les patientes. Elles se demandent un petit peu j'ai un truc.
Non, en fait, c'est très bien accepté quand c'est bien accompagné, c'est toujours pareil. À partir du moment où la femme qui a eu son bébé, elle retourne voir un professionnel de santé, c'est vrai qu'on va parler beaucoup des sages-femmes, on n'est pas les seuls à suivre les patientes. Hein, elle peut suivre leur généraliste, leur gynécologue, il n'y a aucun problème. À partir du moment où, après l'accouchement, elle va recommencer son suivi gynéco en tant que femme, donc ça commence assez rapidement, hein. Il y a une consultation obligatoire à peu près 6 semaines après la naissance. On va déjà voir si tout est bien cicatrisé, si tout est remis en place. On va parler de contraception, voir si elle allait encore, comment elle se sent en tant que mère, en tant que femme. Est-ce qu'elle redevient plus femme que maman? Est-ce qu'elle retrouve les relations sexuelles avec son mari? Comment ça se passe? On va remettre tout ça en place. Et à partir de là, on va réenclencher en fait le suivi de la patiente. On conseille, quand tout le monde va bien, un suivi annuel. En fait, une fois par an, ça suffit largement. Et c'est une consultation au cours de laquelle on va pouvoir parler de sexualité, de contraception, de désir d'une deuxième grossesse. Et effectivement, à certains moments, on va reparler du dépistage. Alors, le dépistage à chaque consultation, ça va être tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles, par exemple. Le dépistage aussi des problèmes comportementaux, hein, de l'alcoolisme, de la drogue, des choses comme ça. Il n'y a pas que le cancer. Et après, on va placer le dépistage du cancer du col en premier, parce qu'on va commencer à le faire à partir de 25 ans. Hein, de 25 ans à 30 ans, on va faire ce qu'on appelle des frottis cervico-vaginaux. Donc ça paraît un nom un peu barbare, mais en fait, au cours de l'examen gynécologique, qu'on ne va pas faire à chaque fois au moment de la consultation, hein, ce n'est pas obligatoire, on va aller avec une petite brosse toute douce, en fait, frotter délicatement le col, donc qui est au fond du vagin, et on va envoyer ce qu'on a prélevé à analyser. Et on va voir si nos cellules sont normales ou si elles présentent peut-être un risque de lésion précancéreuse. D'accord ? Donc on fait ça jusqu'à 30 ans. Et à partir de 30 ans, on va dépister le papillomavirus. En fait, c'est le HPV. C'est le virus qui est responsable du cancer du col. Donc avant 30 ans, on ne le dépiste pas en systématique parce que quasiment tout le monde en a. C'est commensal, on en a toutes. Ce qui pose problème, c'est pas d'avoir du HPV à un moment donné, pendant 2-3 ans dans son corps, c'est d'en avoir pendant plusieurs années, au moins 5 ans. Parce que c'est à long terme que le papillomavirus va créer des lésions. Et une femme en bonne santé, donc on va rejoindre ce que fait Daniel avec les animations santé et sportives. Une femme qui ne fume pas, qui a une bonne hygiène alimentaire, qui est sportive, va avoir une bonne immunité, elle va pouvoir en fait éliminer ce papillomavirus et éviter d'avoir des lésions précancéreuses. D'accord ? Donc, à partir de 30 ans, on va faire un prélèvement HPV tous les 5 ans, tant que c'est négatif, et jusqu'à l'âge de 65 ans. D'accord ? Donc, ce dépistage, il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, donc sans avance de frais pour les patientes, pour ce qui est de l'analyse du flacon. Par contre, la consultation, le prélèvement et des examens complémentaires, s'il y en a, ils seront pris en charge comme d'habitude avec le tiers payant. D'accord ? Les 100%, c'est que sur le flacon, parce qu'on pose souvent la question, j'ai rien à payer, je dis non. C'est que sur le flacon. Après, au niveau des mammographies, donc le dépistage ne va pas commencer simplement avec la mammographie à 50 ans. On va le faire au moment de la consultation. On va palper les seins. Il faut savoir qu'en consultation, nous, on fait les consultations gynécologiques de prévention et de contraception de la femme qui va bien. Les 2 seules choses qui sont vraiment obligatoires, c'est de prendre l'attention et d'examiner les seins. Voilà. Après, le reste, on propose. Si la femme ne veut pas, on ne fait pas. Donc on examine les seins donc, tous les ans et on apprend aux femmes à se palper les seins. Oui. On leur apprend à l'autopalpation, on leur demande de le faire plusieurs fois par an. Alors, moi c'est ce que j'ai appris, mais je trouve que c'est pratique à mettre en place. C'est leur dire à chaque moment clé de l'année de se palper les seins. Noël, Carnaval, Pâques, 14 juillet, la rentrée des classes, Toussaint, voilà. Puis ça fait que tous les 2-3 mois, on va s'examiner de façon correcte et de façon vraiment ciblée et pas simplement se passer du savon sous la douche. Et à partir de 50 ans, on va proposer, donc par le biais de la Guadec, les dépistages, donc par les mammographies, tous les 2 ans jusqu'à 74 ans. Donc tous ces dépistages envoyés par la Guadec sont soumis à des invitations. On envoie les invitations aux patientes, elles les reçoivent et elles vont voir le professionnel de santé concerné pour bénéficier du dépistage. Ouais. Alors, c'est vrai que c'était important de revenir dessus parce que beaucoup de femmes ont encore du mal avec tout ça. Donc, dès qu'on peut, eh bien, c'est toujours bien de revenir dessus et d'expliquer. Et on les réexplique, on les rassure. Ce sont des examens qui sont inoffensifs, indolores ou quasiment indolores, qui ne présentent pas de risque et qui permettent de dépister des cancers avec des dépistages précoces.
on permet de guérir beaucoup de cancers parce qu'ils vont être traités très tôt. Très tôt, voilà. D'accord. Par contre, mesdames, si vous recevez une invitation de la Guadec, que ce soit pour le sein, pour le col, pour le cancer colorectal, allez faire votre dépistage. Parce que là, j'ai les chiffres. Pour le dépistage du sein l'année dernière, on a envoyé 50 771 invitations pour seulement 17 500 mammographies qui ont été faites. Aïe, aïe. D'accord. Et ça coûte des sous à la sécurité sociale, à l'ARS, parce que c'est de l'argent public. Les invitations, c'est payé par tout le monde. Alors, autre chose que je voudrais souligner, alors c'est vrai qu'on me fait signe à la réalisation qu'on est quasiment on a bien avancé, mais comme on a quelque chose de très très important à vous dire, je veux quand même revenir avec Madame Brard rapidement sur cette phase où voilà, on commence à avoir chaud, n'est-ce pas? On commence à avoir des bouffées de chaleur parce qu'on va être dans une phase de ménopause. Et là aussi, la sage-femme joue un rôle. La sage-femme joue un rôle parce qu'elle voit la femme toutes les années. Enfin, elle vient aux consultations. Seulement, quand viennent les troubles de chaleur, les troubles du comportement, des humeurs et des hormones dus aux ovaires qui se mettent au repos, notre rôle, c'est de pouvoir expliquer aux dames que c'est tout à fait normal. Certes, c'est inconfortable, mais c'est tout à fait normal et qu'on peut intervenir de différentes façons. Les ovaires étant au repos, donc on va grossir plus facilement, on va se faire plaisir, manger tout ça. Donc, c'est l'occasion de pouvoir mettre la clé sur l'activité physique et sur l'hygiène alimentaire, revoir ses principes, ses goûts. On a envie de ça. À qui c'est utile cette histoire? J'ai envie de manger un petit goûter. Je veux manger quelque chose de sucré. Arrêtez, c'est ça. Faites attention à ces affaires-là. Mais après, on est inquiet, on dit, mais j'ai grossi. En fait, finalement, on est victime de ses envies. On sait que ça arrive, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer, on va adapter son alimentation à sa situation. Parce que la vie continue et la vie d'une femme ménopausée a ses charmes. Et c'est à nous de pouvoir donner ce charme à cette vie de femme ménopausée. On l'a portée avec les règles tranquilles. Maintenant, on va la vivre sans les règles, tout en étant équilibré. Donc, on va choisir ses repas, se faire plaisir et surtout mettre de l'activité physique au moins 3 fois par semaine, comme le demande l'OMS. Si on n'a jamais fait, on va commencer 15 minutes 3 fois par semaine. Au bout de 6 semaines, on va arriver à 30 minutes, de telle façon qu'on prenne plaisir et que ça fasse partie de notre vie désormais. Ce qui fait qu'on a un moral, l'activité physique, son avantage, c'est de pouvoir, on est beaucoup plus, le moral, le mental plus souple, on accepte mieux l'autre, on est moins irrité, et on a moins envie de sucre aussi. Le sucre est agréable au palais, mais il fait des dégâts, il nous énerve, on fait du tort autour de soi, alors que les gens ne sont pas responsables de votre ménopause. Alors, portez fièrement votre ménopause en l'agrémentant. Et vous, sage-femme, vous êtes là pour aider, accompagner toutes ces dames à bien agrémenter cette partie ménopause. Madame Nadessin, on a parlé de beaucoup de choses, mais à quel moment et en quoi faisant le réseau Périnat accompagne, intervient, vient en renfort? Oui, alors le réseau Périnat vient en renfort dès qu'il y a une demande faite par les professionnels d'accompagnement complémentaire au suivi de grossesse. Alors nous, on peut aider, dans le cadre de la menace d'accouchement prématuré, par exemple, on peut aider à la mise en place d'une aide à la maison, une aide à domicile. On peut renforcer aussi, s'il y a besoin de suivi psychologique, de suivi diététique, justement, pour les femmes qui ont tendance à prendre du poids ou bien dans le cadre du diabète. On a besoin de suivi diététique pour pouvoir rester dans le bon poids et ne pas avoir les problèmes qui sont inhérents au diabète. On peut aussi aider par des consultations ostéopathiques pour les petites douleurs, les maux de la grossesse. Et surtout, beaucoup, après, en postnatal, on a beaucoup de demandes de patientes qui sont débordées. Et justement, ces patientes qui sont débordées, c'est parce qu'elles ont coupé court avec l'accompagnement sage-femme. La plupart des cas qu'on a eus, ce sont des femmes qui se sont senties seules parce que débordées par un enfant qui pleure et elles ne savent pas pourquoi elles pleurent. Donc, les pleurs aussi, ça, c'est tout un apprentissage à savoir pourquoi bébé pleure, à quel moment ça devient dangereux. Et comment mieux gérer. Voilà, parce qu'il faut trouver le temps. Un bébé, c'est vraiment prendre du temps avec son bébé, mais malheureusement, il y a tout ce qu'il y a autour.
Et donc, il faut savoir gérer son temps pour pouvoir rester lucide, pour ne pas sombrer dans la dépression et le manque de sommeil. Et justement, la sage-femme vient en renfort dans ce côté. Et nous aussi, au réseau périnatal, on peut mettre en place une aide à domicile, on peut mettre en place à la demande de la sage-femme qui a su écouter, su percevoir. On dit oui, tu sais, il faudrait l'accompagner sur le plan psychologique. Et là, on n'est pas réticent parce qu'on peut suivre les femmes sur le plan psychologique jusqu'à 1 an après l'accouchement, parce que c'est dans cette période qu'il y a les dépressions postnatales et qui sont vraiment catastrophiques pour les femmes. Et justement, je voulais en parler. C'est vrai qu'on est arrivé pratiquement à la fin, mais moi, je vous invite, pour certaines d'entre vous, à revenir jeudi prochain pour que nous puissions, à la même heure, que nous puissions parler de cette partie, mais que nous puissions aussi nous arrêter sur les 3 premiers mois de la grossesse, que nous puissions parler d'un sujet qui est souvent très tabou, les fausses couches, on doit en parler. Donc, on a encore beaucoup de choses à se dire. Donc, je vous propose d'être au rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Mais ce soir, il est important de parler du 5. Le 5 mai, c'est la journée mondiale Des sages-femmes. C'est pour ça qu'on vous a invité toutes les 4 ce soir. Pourquoi 4 sages-femmes? Tout simplement parce que le 5, ce sera aussi la journée mondiale. Et pour cette journée, à l'occasion de cette journée, il y a un programme. Madame Keita, Madame Brar, qui intervient pour nous expliquer un petit peu ce qui va se passer le 5 mai. Madame Keita? Oui, alors si je peux me permettre juste de rajouter un petit quelque chose rapidement, par rapport à, alors. Voilà, très rapidement, parce qu'on a parlé de l'accompagnement des couples et en postpartum, mais c'est important de dire que la sage-femme, elle va être là aussi pour les patientes, les femmes qui accouchent et qui sont seules, pour X raisons. Et pourquoi c'est particulièrement important de dire qu'on est là, c'est que c'est souvent des patientes qui sont isolées et qui n'osent pas parler de leurs émotions à leur entourage. Alors qu'elles vivent la même chose que si elles étaient en couple, mais elles ont l'impression qu'elles le vivent parce qu'elles sont seules et que si elles en parlent, on va leur dire « oui, mais tu l'as cherché ». Et donc, c'est important que nous, on soit là avec tout ce que mes collègues ont dit sur le secret professionnel, sur la neutralité, sur la bienveillance. Et j'avais vraiment envie de rajouter ce côté-là. C'était important. Sinon, pour l'action du 5, donc lors de la Journée internationale des sages-femmes, on a mis en place 2 types d'actions. Donc, je vais commencer par la première. C'est celle qui va être faite sur le site de la galerie du centre d'Estreland de 9h à 18h. La thématique, c'est « Et si je prenais soin de moi ?» Et donc, ça va reprendre tout ce qu'on a dit. Très bien. Quel que soit l'âge, c'est bien. Exactement, donc parcours santé de l'adolescence à la préménopause, parce que, oui, il y a tout ça qui est offert en termes d'offres de soins, mais c'est mal connu. Et les femmes sont souvent perdues, ne consultent pas, ne prennent pas soin d'elles parce qu'elles ne savent pas. Et donc, c'est important pour nous, professionnels de santé, de venir auprès de la population, de les rencontrer, de les informer. Donc, on sera là pour répondre à toutes leurs questions. À quel âge je peux consulter, qu'est-ce qu'un frottis, est-ce qu'il y a plusieurs types de préparation à la naissance à la parentalité, est-ce que je peux accoucher dans différentes positions. Il y aura des sages-femmes de tous les corps d'exercice. On est vraiment une famille, comme a dit Daniel, et il y aura les sages-femmes des établissements de santé, des maternités, des PMI, les sages-femmes libérales. Pour répondre à toutes vos interrogations. Et puis, il y aura cette deuxième partie, Madame Brar. Un événement exceptionnel pour la Guadeloupe. Alors, exceptionnel, Pourquoi oui. exceptionnel? Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on va voir des femmes enceintes en activité physique sur le plan départemental. C'est pas clos, c'est le plan départemental, d'une part. Et deuxièmement, c'est la découverte. Les sages-femmes, en partenariat avec le comité départemental de la randonnée pédestre, va offrir aux femmes enceintes de la Guadeloupe une matinée découverte de longe-côte marche aquatique. Qu'est-ce que c'est rapidement? Le longe-côte marche aquatique, ça consiste à marcher dans l'eau à une hauteur entre le nombril et les aisselles. Ça veut dire qu'on n'a pas, avec ou sans matériel, on n'a pas besoin d'être un sportif confirmé. On n'a pas besoin de savoir nager. Il faut simplement marcher selon ses compétences, en fonction des conditions météorologiques et surtout accompagné d'un animateur spécialisé et formé.
Et on ne parle même pas des bienfaits, parce que les bienfaits sont nombreux. Il faut venir pour se rendre compte rapidement quel équipement. Ah oui, l'équipement. Alors, c'est fondamental. Les chaussures d'eau ou les chaussures aquatiques ou carrément des micas. Tout simplement. Oui. Un chapeau, une casquette ou la crème solaire, des lunettes, mais surtout les chaussures. Sans chaussures, on vous récuse. Les chaussures à semelle mince, là, on vous récuse parce qu'on marche dans l'eau. Et donc, quand on appuie, en plus, une femme enceinte, on appuie, une petite pierre peut être plus dangereuse que si vous avez marché sur le sol. Mesdames, rapidement, puisque nous arrivons vraiment, on a vraiment dépassé d'ailleurs, le rendez-vous, le 5, la première partie, ok, la deuxième partie aura lieu où? Alors, à la Dacha, au Gosier, de 8h à 11h. Ce sera 3 groupes, un groupe à 8h, un groupe à 9h, un groupe à 10h, 2 groupes pas plus de 17 personnes, accompagnés de 2 animateurs formés. Ils allont prendre en charge ces femmes et leurs bébés. Les papas sont invités aussi à soutenir les mamans, à les accompagner et s'il leur faut venir équiper, peut-être qu'on pourra leur demander d'accompagner dames jusque dans l'eau. Moi, je voudrais vous dire, chers téléspectateurs, que vous aurez des photos, des images jeudi prochain de cette magnifique journée. Et puis, on a repris rendez-vous avec Madame Brard, Madame Nadessin, Madame Keita et Madame Déléris. Voilà, Madame Déléris, si elle le peut, voilà, pour que nous puissions parler du déroulement de la journée, faire un petit bilan dessus, et puis revenir sur certaines parties qu'on n'a pas pu voir ce soir. Merci mesdames, merci à vous, merci. Chers téléspectateurs de nous avoir suivis un jeudi de plus. Merci à Jordan à la réalisation et aux collègues Nounous qui étaient là ce soir. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge.